Qui sont mes grands-parents? Qu'ont-elles vécu? Quelles époques ont-ils traversées? Comment ont-elles transmis? À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors, je retourne la question, et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où ils viennent, ce qu'elles ont accompli, comment ils ont vécu. Et dans la multiplicité de ces histoires, j'espère retrouver des traces de mes propres grands-parents. Je suis arrivée à Yves via Pauline, dont vous vous souvenez peut-être. Dans l'épisode 7, Pauline, qui est née grâce à un don de gamètes, nous parlait de sa quête identitaire. Yves, lui, est de l'autre côté. Il est donneur. Et en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il était aussi porteur d'une histoire dans laquelle beaucoup d'hommes sont absents, souvent du fait des guerres. Dans tous les arbres généalogiques, il y a ces jeunes hommes disparus. Il y en a plusieurs dans ma famille maternelle. J'ai même appris le violon sur des instruments qui leur avaient appartenu et qu'ils jouaient apparemment à merveille, contrairement à moi. C'est donc autour d'eux que cet épisode s'est d'abord construit. Autour des disparus, des inconnus des guerres. Ma grand-mère Marie, elle a dû naître dans les années 1880 et quelques. La date exacte de sa naissance, je ne la connais pas. Elle est née après la guerre de 1870. Ça, je le sais parce que elle nous en parlait à travers ses souvenirs d'enfant par son père qui lui racontait la guerre de 1870. Et elle est née bien avant la guerre de 14, puisque elle s'est mariée, alors si on fait un calcul, donc en 1914. Elle a eu mon père en 1915. Et elle a perdu son mari en 19. Et oui, elle est restée mariée très peu de temps en fait. Parce que lui a fait la guerre, il a été gazé, et il est mort, en fait, pas pendant la guerre, mais il est mort des suites de la guerre. C'est pour ça que ma grand-mère était pensionnée de veuve de guerre. Ma grand-mère et toute la famille du côté de mon père est issue de la région située entre la Bourgogne et la Champagne. Puisque la maison que moi j'ai connue, où habitait ma grand-mère, où on a passé toute notre enfance, c'était au Rissé. Bon, les Rissé, c'est un petit village coupé en trois, Rissé-Haut, Rissé-Bas, Rissé-Haut-Trive. La totalité des trois villages, 800 habitants à l'époque. Aujourd'hui, village classé en appellation contrôlée Champagne. Et une particularité dans ce village, les trois églises sont classées monuments historiques. Des églises magnifiques. Je n'ai pas connu le père de ma grand-mère, donc le père de Marie, mais je ne l'ai connu que parce que ma grand-mère nous en racontait. C'était un monsieur qui était propriétaire de ce qu'on appelait à l'époque un relais de poste, une espèce d'hôtellerie qui recevait tous les... ma grand-mère nous disait les VRP, ça se dit encore aujourd'hui, hein. Donc tous les voyageurs représentant Placier, les maquignons, tous les gens qui négociaient les bestiaux, hein, c'était en pleine campagne, hein. Et elle nous racontait des anecdotes qu'elle a vécues dans cet établissement, qui était, semble-t-il, un truc assez extraordinaire, puisqu'elle nous disait que dans l'arrière-salle, qui servait donc de fumoir, salle de détente pour les hôtes, il y avait une salle de billard, et il y avait 14 billards français. C'est pour dire la dimension des salles. Et elle nous disait qu'au repas, toutes les tables étaient servies. C'est elle, enfant, adolescente, qui aidait son père, qui mettait le couvert, etc. Toutes les tables étaient servies avec des nappes en tissu brodées, avec 3 verres en cristal, avec l'argenterie. Enfin, c'était un truc de luxe dans une campagne où pratiquement il n'y avait pas l'eau courante. Puisque moi j'ai connu la maison de ma grand-mère, étant gamin, on n'avait pas l'eau courante. On avait l'eau avec une pompe sur ce qu'on peut appeler un évier. Ici en Provence, on dit une pile. En fait, c'est un bloc de pierre taillé, et il y avait une pompe qui allait piocher dans un puits. Et on avait l'eau comme ça. Et donc dans cet établissement, pas d'eau, pas d'électricité. Mais c'était l'établissement où tous les voyageurs de la région
à l'occasion des foires agricoles, etc., se réunissaient. C'était un gros truc. Il me reste, moi, que des anecdotes racontées donc, par ma grand-mère. Elle nous racontait une autre anecdote dans la salle de billard. Généralement, c'était que des hommes qui logeaient là. Ils faisaient des paris stupides. Un jour, il y en a un qui a parié aux autres convives qu'il arriverait à mettre une bille de billard dans sa bouche. Et il a réussi. Sauf que les dents se sont refermées. Il a fallu lui casser les dents pour sortir la bille. Je rigole encore, mais c'était... Ma grand-mère en riait beaucoup. Elle nous disait, vous vous rendez compte quand même comme les gens sont bêtes. C'est les anecdotes qu'elle nous racontait. Et nous, comme en tant que gamins, c'est ce qui nous amusait. Tout ce qu'elle nous racontait. Comme la guerre de 70, elle nous disait que son père avait eu l'occasion d'aller à Paris et qu'il avait vu des gens manger des rats pendant le siège de Paris, en 70. Voilà. Alors nous, gamins, on écoutait ça. C'était mieux que la télé aujourd'hui. Hein. Parce que c'était du vécu. Ma grand-mère avait peu d'histoires sur la guerre de 70 parce qu'elle n'avait pas vécu. Donc elle ne faisait que nous rapporter ce que son père, lui, en racontait. Pour nous, enfants, c'était assez parlant parce que tous les bibelots dans la maison, tout le mobilier dataient de l'époque napoléonienne. Et on voyait ça à travers des horloges qui étaient sur les cheminées, le mobilier, etc. Enfin, c'était parlant. Comme beaucoup de femmes de cette époque-là, ma grand-mère, on n'a pas fait d'études. Elle est allée à l'école. L'école qu'elle a suivie, certainement jusqu'au niveau du certificat d'études ou quelque chose comme ça. Là aussi, quand elle regardait nos devoirs à l'école, elle était capable de repérer la moindre faute d'orthographe. Elle avait une certaine culture, grande mémoire, mais elle n'a pas fait d'études. Le seul diplôme qu'elle ait jamais obtenu, c'est plus tard, quand sa pension de veuve n'était pas vraiment suffisante, elle a passé un CAP de coiffeuse. Et elle avait ouvert un salon de coiffure. C'est son seul diplôme. Mon père s'est retrouvé orphelin de père et il avait 4 ans et demi. Donc en fait, il n'a jamais connu son père. Donc il n'a même pas pu, lui, nous raconter des choses de son père. Je n'ai aucune information, je ne sais rien sur la rencontre de mes 2 grands-parents. Alors j'ai bien connu ma grand-mère, mais son mari, bien évidemment, je ne l'ai pas connu. Mon père ne l'a pas connu non plus. Et en fait, dans mon souvenir, je n'ai aucune connaissance en fait de la vie. Je serais même incapable de dire quel métier il faisait, ce monsieur. La seule chose que je puisse dire de lui, c'est qu'il a été gazé pendant la guerre de 14 et qu'il en est mort. Pour moi, c'était une photo que je voyais sur une commode dans la chambre de ma grand-mère, que je voyais dans l'album de famille. Je savais que c'était le père de mon père, mais il n'avait pas de consistance, je dirais, affective, puisque on avait l'impression qu'il était un peu inconnu. Ma grand-mère n'en parlait jamais. Peut-être que son silence exprimait aussi une forme de douleur. Elle a vécu veuve. Ma grand-mère a été veuve et elle a élevé seule son fils. Voilà, ça c'est un fait. À propos de la guerre de 14, j'ai eu beaucoup d'informations par ma grand-mère, par également l'illustration, puisque ma grand-mère avait dans son grenier les recueils de l'illustration qui couvraient toute la période de la guerre de 14. C'était un ouvrage extraordinaire. 2 bouquins énormes, reliés cuir. Et nous, gamins, enfin moi personnellement, je passais des heures et des heures à lire tout ça. Ça me passionnait, je trouvais ça extraordinaire. Parce que ça parlait un peu de l'époque de ma grand-mère. Et j'ai également des informations par les albums de famille qui ont été faits par mon père. Des albums très bien faits parce que au-delà de simplement compiler des séries de photos, mon père les a classés par ordre et il avait mis entre chaque page des intercalaires en papier calque sur lesquels tous les personnages étaient détourés avec des couleurs différentes et ça se référait à un arbre généalogique avec toutes les couleurs par lignée de famille. Et donc comme ça, on apprenait par les photos tous les liens de parenté. Et une petite anecdote, dans cet album, il y avait également un cousin que je ne saurais même pas dire de quelle
branche de la famille, mais c'est un cousin de la famille qui est mort également en pendant la guerre, hein, je ne sais pas exactement quelle année. Et ce cousin avait envoyé sa dernière lettre, qui était en fait une carte postale qui est dans l'album de famille, une carte postale officielle de l'armée. Ce que faisait l'armée à cette époque, donnait des cartes postales aux soldats avec des textes écrits à trous. Par exemple, la phrase « Nous mangeons bien », 3 petits points. Les soldats n'avaient plus qu'à compléter dans les points, mais il était écrit, imprimé « Nous mangeons bien », même s'ils étaient obligés de manger des rats dans les tranchées. En fait, c'était des cartes qui disaient « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Et c'est la dernière carte que la famille a reçue de ce cousin, et 2 jours après, il était mort. Alors, ce sont des anecdotes qui sont émouvantes, parce que on touche du doigt concrètement l'existence de ces personnes, on voit leurs photos, on connaît leurs noms, et puis tout d'un coup, ils ont disparu. Quand je vois le travail qu'a fait mon père sur... c'est pas difficile, l'album de famille remonte, les premières photos datent de l'invention de la photo. L'arbre généalogique remonte à une période antérieure, et quand je vois ce travail qui s'est arrêté donc au décès de mon père, j'ai presque honte de ne pas le continuer. Mais j'ai pas le courage. J'ai pas l'envie, j'ai pas la motivation. Alors, d'un côté, on pourrait se dire c'est dommage, mais d'un autre côté, non, j'ai pas, moi, personnellement, de motivation pour continuer ce travail. La relation à la guerre, étant gamin, je sais que moi, personnellement, c'est une question qui m'a toujours préoccupé, comme un gamin qui s'interroge sur... qu'est-ce que la guerre ? Quel est ce besoin des êtres humains de s'entretuer ? Parce que j'ai toujours entendu parler de la guerre. La guerre de 70, la guerre de 14, 39-45. Je me suis lié d'amitié avec un ami qui est toujours mon ami aujourd'hui. Hein. On se voit tous les samedis matins pour boire un café, c'est traditionnel. Il se trouve qu'il est juif. Et à 10 ans, j'ai découvert chez lui, avec sa mère et son père, et un jour, j'ai interrogé mon ami en lui disant « Mais pourquoi ta mère, elle a un tatouage sur le bras ? Qu'est-ce que c'est ?» Et j'ai découvert, parce que ses parents m'en ont parlé, mon ami m'a montré des photos qui n'étaient pas des photos des livres d'histoire, hein, des photos qui venaient des camps. Et à 10 ans, j'ai découvert l'Holocauste. J'ai découvert la réalité de la guerre, de la dernière guerre mondiale. Mes parents qui l'ont vécu m'ont raconté des anecdotes, la rafle du Veldiv, et on peut s'imaginer un gamin de 10 ans, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? On ne comprend pas, on est naïf à 10 ans. On pense à jouer au ballon, et pas qu'on puisse tuer le voisin. Donc c'était une préoccupation, une interrogation un peu constante pendant toute ma jeunesse, élevée par des gens qui avaient vécu tout ça. Alors, comment ma grand-mère a élevé son enfant, donc mon père, seul ? Là aussi, je n'ai pas vraiment d'informations, mais d'après, en recoupant des bribes de souvenirs, à travers des conversations, à travers des récits faits par parents et grands-parents, il semblerait que c'est pas vraiment posé de difficultés. Peut-être que la vie aussi était en milieu rural, était une vie relativement simple, qui nécessitait pas d'avoir de gros revenus. Encore une fois, ma grand-mère n'était que pensionnée de veuve de guerre, même si elle a dû prendre une activité de coiffeuse. Mais mon père a fait sa scolarité, le lycée, le baccalauréat, et il était parti à la fac de droit. Sauf que la guerre est arrivée, il a été mobilisé, et à partir de là, quand il était démobilisé, il n'était plus question de reprendre des études, il fallait penser à survivre, donc il a pris un petit boulot, et il est parti dans la vie professionnelle, même si plus tard, il a eu des formations, puisqu'il a une belle carrière. Il a terminé avec un grade d'ingénieur, directeur administratif dans une grosse boîte. Enfin bon, il a eu une carrière assez épanouie, on pourrait dire.
Mais une vie qui a été contrariée, bien sûr, comme des millions de gens. Hein. En 1939, bon, j'imagine que la vie n'était pas simple. En 1939, ma grand-mère bien évidemment a pu rester dans sa maison, puisque les Allemands n'ont pas... Elle n'a pas connu l'exode de comme ont connu tous les habitants des départements frontaliers avec l'Allemagne. Tous les... Allemagne, Belgique, tous les départements du Nord où les gens se sont jetés sur les routes. Ma grand-mère n'a pas connu ça, elle a pu rester dans sa maison, et les Allemands, elle en a vu des Allemands, bien sûr. Mais d'après ce qu'elle nous racontait, elle a mieux vécu la guerre de 1939 que la guerre de 14. Parce que la guerre de 14, alors elle avait gardé une haine féroce contre les Boches, parce que ils étaient venus réquisitionner sa machine à coudre Singer, qui était une machine avec le piétement en fonte, avec la pédale, pour recoudre leurs bottes. Sacrilège. Et après, elle nous disait, finalement, c'est solide, parce que quand ils me l'ont rendue, elle fonctionnait toujours. Mais en 39 jusqu'en 45, elle a vécu en milieu rural. Tout le monde se débrouillait. Au fond du jardin, il y avait un clapier avec les lapins, il y avait des poules. Dans le jardin, il y avait des salades. Au bord du jardin, il y avait la rivière pour prendre l'eau, pour arroser. Des arbres fruitiers. En fait, les gens vivaient un peu en autarcie. Donc ça ne posait pas vraiment de problème, avec des besoins extrêmement limités. Pas de télévision, pas de Game Boy, pas d'ordinateur, pas de voiture, pas de téléphone. Je me souviens, gamin, avoir vu chez ma grand-mère l'installation du premier téléphone, qui était un téléphone accroché au mur, avec un seul bouton, une espèce de levier qui sonnait à la poste, et la postière mettait des fiches. J'ai vu arriver l'eau courante. Bien évidemment, il n'y avait pas l'égout. C'était la campagne fin du 19e siècle. Alors, mon arrière-grand-père avait 4 filles, dont Marie, ma grand-mère. Et il avait partagé tous ses biens entre les 4 sœurs. Et ma grand-mère, Marie, s'est retrouvée propriétaire de la moitié d'une maison avec ma grande-tante, donc sa sœur, Marthe, qui elle-même s'est retrouvée également veuve, a eu une seule fille, qui avait pratiquement le même âge que mon père. Donc mon père et cette fille, Geneviève, étaient cousins germains. Et la vie dans cette maison, il y avait un grand jardin qui servait donc à l'alimentaire, jardin potager. On avait la rivière qui faisait le 4e côté du terrain, rivière qui servait pour la lessive. Il y avait ce qu'on appelait des prises d'eau. En fait, c'était des aménagements avec des grandes dalles de pierre pour descendre au niveau de l'eau. Et là, on allait puiser l'eau pour arroser, mais également, c'est là où on allait rincer le linge. Lequel linge était lavé dans ces fameuses lessiveuses chauffées sur le feu de bois dans la cuisinière. C'est le seul chauffage dans la maison. Il y avait des pièces avec des poêles, mais le chauffage principal, c'était dans la cuisine, une énorme cuisinière en fonte que ma grand-mère allumait le matin. Et là-dessus, on faisait la lessive, on faisait chauffer l'eau pour se laver, la cuisine, tout se faisait sur la cuisinière. C'était une vie très agréable. Moi, j'en garde des souvenirs extraordinaires, étant gamin, de cette vie très simple, mais très naturelle. Le soir, tous les soirs, nous allions avec mes frères chercher le lait à la ferme à côté. Alors le lait qui moussait, on voyait la fermière qui trayait les vaches à la main, et on revenait avec notre petit bidon en aluminium. Là-dessus, ma grand-mère le faisait bouillir, et le matin, on avait le lait frais pour déjeuner. Enfin, c'était une vie... J'en garde, encore une fois, des souvenirs extraordinaires. Je me dis, aujourd'hui, les gosses, ils ne savent pas ce qu'ils perdent, quoi.
Je garde un souvenir très, très, très ému de ma grand-mère qui, je pense, était une femme heureuse. Alors, est-ce qu'elle était heureuse? Parce qu'elle a pas connu une vie... elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de biens personnels, elle n'a pas eu forcément une vie facile, mais c'était une femme qui respirait le bonheur de vivre parce qu'en fait, elle était généreuse, elle était gentille. C'était une femme qui avait toujours... l'adage qui va bien, comme si elle avait une espèce de philosophie de la vie chevillée au corps. Elle avait toujours le petit proverbe à nous sortir pour nous faire tomber une colère, supprimer une contrariété. Par exemple, quand on se bagarrait comme se bagarrent les enfants avec mon frère. Et quand j'allais me plaindre, ma grand-mère me disait « C'est toujours celui qui cède qui a le plus d'esprit ». Et ça, je l'ai retenu. Il disait, c'est une preuve d'intelligence, de céder. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Plutôt que de déclencher une guerre, de vouloir, à l'extrême, tuer l'autre pour avoir raison. Il vaut mieux céder. Alors là, c'est pas un adage, mais c'est plutôt une manière d'être. Il disait toujours, quand tu rencontres quelqu'un, méfie-toi, même s'il présente bien. Regarde toujours comment est ciré le talon de ses chaussures. Parce que devant, ça peut briller. Tu verras que peut-être derrière, c'est pas bien ciré. Et ça aussi, ça m'a marqué. Elle avait cette philosophie, et toujours avec un grand sourire. C'est une femme qui avait acquis une certaine sagesse, une philosophie de la vie. Je pense que c'était une femme heureuse. Alors, pourquoi ma grand-mère ne s'est pas remariée? Alors là, je suis bien incapable de répondre à cette question. J'aurais tendance, mais avec ma vision actuelle, j'aurais tendance à dire la pression sociale, ça ne se faisait pas à l'époque. Alors je pense aussi qu'à cette époque, il y avait tellement de veuves de guerre. Est-ce qu'il y avait assez d'hommes pour se remarier? Moi, je l'ai toujours connu dans un modus vivendi avec sa sœur, puisqu'elles vivaient ensemble. Enfin, même si la maison était coupée, mais dans le mur de séparation, il y avait une porte, on passait d'un côté à l'autre. Elles avaient un modus vivendi assez agréable. Elles manquaient de rien. Elles ont pu élever leurs enfants seules. Après, est-ce qu'elles avaient vraiment besoin d'un homme? Ça, c'est une question qu'on peut se poser aussi. Donc ça, c'est le versant paternel. Donc ma grand-mère, Marie, que j'ai connue, avec qui on a vécu, je garde d'excellents souvenirs, sans avoir connu mon grand-père. Et de l'autre côté, du côté maternel, c'est un peu la même histoire, mais en négatif. Ma mère a deux parents, donc mon grand-père et ma grand-mère maternelle, et je n'ai connu ni l'un ni l'autre. Sauf que j'ai plus de souvenirs, encore une fois, par ce qui m'a été raconté, par ce qui m'a été rapporté donc, par mes parents. J'ai plus de souvenirs de mon grand-père. Il a disparu pendant la guerre de 39. Alors on ne sait pas si c'est pendant la guerre de 39-45 ou si c'est pendant la guerre d'Indochine. Ma mère a fait des recherches auprès des services de l'armée. On lui a opposé le secret défense. Mon jeune frère, à l'occasion d'un voyage au Vietnam, donc il est resté 7 mois là-bas, et pendant ces 7 mois, il a fait des recherches dans les archives vietnamiennes pour essayer de retrouver des traces donc, de notre grand-père. Et là aussi, on lui a opposé une fin de non-recevoir, c'est le blackout total, on n'a rien. Et de l'autre côté, ma grand-mère, qui elle était toujours vivante, on habitait même, quand on était à Paris, on habitait à 300 mètres de chez elle. Quand j'allais au lycée, je passais devant chez elle. Je n'ai jamais vu ma grand-mère de ma vie. Je ne la connais qu'en photo. Tout simplement parce que ma grand-mère a rejeté sa fille, donc ma mère, et elle nous a rejetés également, tout simplement parce qu'on avait du sang vietnamien de mon grand-père, lequel grand-père était indo-chinois. Comment mes grands-parents maternels se sont rencontrés? Alors là aussi, je ne rapporte en fait que des souvenirs de ce qu'on m'en a raconté. Ma grand-mère est issue d'une famille d'industriels du nord de la France, catholique.
Ça a une importance parce que c'est catholique traditionnaliste de cette fin du 19e siècle, assez rigoriste. Quant à mon grand-père, lui, indochinois, c'était un très riche planteur d'EVA, l'arbre à caoutchouc. Il commerçait avec Michelin, certainement une grande fortune, un personnage haut placé parmi les dignitaires, puisqu'il était décoré de l'ordre du Kim-Kam. Dans l'entourage de l'empereur d'Annam, il y avait qu'une dizaine de personnes qui avaient cette décoration. Donc on imagine que c'est quelqu'un qui était un haut poste de responsabilité, on va dire politique, au moins représentatif. Mon grand-père s'est engagé en 14-18 pour venir combattre en France. Et on pense que c'est à cette occasion qu'il a fait la connaissance de ma grand-mère. Ils sont tombés amoureux et peut-être que ma grand-mère voulait sortir de son milieu un peu, ce carcan familial peut-être un peu trop rigoriste. Toujours est-il qu'elle est partie vivre en Indochine. Ma mère est arrivée. Ma mère est née à Marseille. Mais ma mère a vécu donc en Indochine jusqu'à son adolescence, en gros. Jusqu'au moment où mes grands-parents ont divorcé. Alors ils ont divorcé parce qu'il y a eu un rejet, d'après ce que j'ai cru comprendre dans l'histoire familiale, il y a eu un rejet de toute cette partie de la famille pour des raisons de racisme pur et dur. Hein. Donc ma grand-mère a divorcé, tout en ayant aimé cet homme, ayant eu une fille avec lui, elle a basculé dans le rejet total en adhérant au racisme de ses parents, jusqu'à rejeter sa propre fille. Et quand ma mère nous a eus, mes frères et moi, à son premier enfant, mon frère aîné arrive au monde, ma mère va le présenter à sa propre mère, et c'est ma mère qui nous a raconté ça. Elle a soulevé le voile qui était sur le berceau, elle a dit « Ah, lui aussi c'est un bâtard », et elle a refermé le voile. L'année d'après, je suis arrivé au monde, ma mère a fait la même démarche, ma grand-mère a soulevé le voile, et elle a dit « Ah, lui aussi c'est un bâtard », elle a refermé le voile. Donc on a été classé dans la catégorie bâtard. Tout simplement parce qu'on avait du sang vietnamien. Non, le troisième, elle ne l'a pas amené. Elle a fait l'économie du voyage. Alors dans le contexte, ma compagne avait des problèmes de contraception, stérilet, pilules, enfin il y avait des problèmes d'intolérance par rapport au système de contraception. En fait, on avait 2 enfants, donc j'ai dit, puis comme on veut plus d'enfants, c'est bon, on arrête tout, donc à moi de m'y coller, vasectomie. Et au sécos, on m'a dit, écoutez, oui, mais il faut que vous fassiez un don de sperme avec conservation. Conservation pour vous, si vous changez d'avis. J'ai dit, pourquoi pas, c'est peut-être plus prudent. Et puis sans réfléchir plus avant, oui, utilisation de mes gamètes pour d'autres personnes. Et puis c'est resté là. Et il s'est passé des années sans que je me préoccupe de la chose. Jusqu'au moment où c'était lors de la discussion, les premières discussions sur la loi de bioéthique. Donc je suivais un peu l'actualité et je vois une vidéo d'une personne qui témoigne en disant « Je suis issu d'un don de sperme ». Et en voyant cette personne, je vois la photo de ma mère jeune. Les yeux un peu bridés, les pommettes un peu hautes, quelque chose qui de toute façon m'a fait flasher à un point tel que je me suis levé, je suis allé devant mon ordinateur, j'ai regardé à nouveau la vidéo, j'avais dans mon ordi la photo de ma mère, j'ai dit mais ce serait trop rigolo. Comme cette personne donnait son nom, j'ai cherché ses coordonnées, elle parlait de l'association PM Anonyme, je suis allé sur PM Anonyme, j'ai vu les coordonnées de cette personne, son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé rappelé à cette réalité qu'effectivement, à une époque, j'ai donné des gamètes qui, aujourd'hui, se promènent dans la nature en la personne d'êtres vivants, qui peut-être se disent d'où je viens. Donc, en discutant, j'ai fait connaissance de Pauline. On a sympathisé, et là-dessus, on a parlé des tests ADN. Ça m'avait là aussi jamais effleuré l'idée de pouvoir faire un jour un test ADN. Je me suis renseigné, j'ai fait un test ADN.
On a comparé avec Pauline, on n'a rien en commun, sauf qu'on continue à se fréquenter, hein, parce qu'on a sympathisé, on entretient des relations amicales. Alors c'est vrai que si des personnes issues de mes gamètes me retrouvent, c'est pour ça aussi que moi je milite pour que soit rendu public en fait les résultats. J'ai rien à cacher, j'assume complètement le fait d'avoir été donneur. C'est pas pour autant que je vais me retrouver le père de tout un tas d'enfants, c'est pas ça du tout, hein. Maintenant, je peux être présent pour leur dire voilà mon histoire, voilà d'où je viens, voilà ce que je peux vous raconter. Mais comme je viens de le dire, je ne peux pas raconter tout. Moi, personnellement, je suis coupé de l'information. Et ça me fait comprendre aussi le manque des personnes qui voudraient savoir d'où elles viennent, quelles sont leurs racines génétiques. Parce que, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé. Il y a ce manque de ne pas savoir, en fait. Alors, ça ne m'empêche pas de vivre, bien évidemment, mais je comprends, ça me permet de comprendre cette interrogation qui habite ces personnes. Je le comprends complètement. Raison pour laquelle je milite aussi pour que, au niveau des lois, il y ait levée de l'anonymat des donneurs. Oui. Qu'est-ce qu'on a à craindre ? Rien. Au contraire, si on peut apporter quelque chose aux personnes. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu de mes grands-parents ? En fait, mes grands-parents, si je regarde bien, je n'en ai connu, sur les 4, je n'ai connu que ma grand-mère paternelle, avec laquelle j'ai eu des relations extrêmement approfondies. Je l'ai connue depuis bébé jusqu'à l'âge adulte. Elle m'a aidé dans ma scolarité. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a transmis ? Parce que les autres, ils m'ont rien transmis. La transmission ne s'est faite que par des récits sur ces personnes, récits qui m'ont été faits par mes parents. Qu'est-ce qu'elle m'a transmis, ma grand-mère ? En fait, bon, matériellement, rien. On n'est pas une famille avec des héritages. Je dirais culturellement, pas grand-chose non plus, parce que c'est pas elle qui m'a amené, qui m'a donné des livres à lire. C'était mon père qui nous a amenés dans les musées, qui nous a aidés tout au long de notre scolarité, qui nous a permis d'accéder à un certain niveau culturel, et surtout une curiosité, un regard sur le monde, une curiosité pour continuer à toujours enrichir sa propre culture. Ce que ma grand-mère m'a apporté, en fait, c'est l'amour, la générosité, la philosophie, la sagesse d'une femme extraordinaire. Pour moi, ma grand-mère, c'est une femme extraordinaire. Et j'en parle toujours à enfants et petits-enfants avec ce bonheur. Et alors, quelquefois, ça les fait rire, parce que je commence toujours la phrase par « Comme disait ma grand-mère », ah, ça y est, papy, quand même. Alors, je dirais que ma grand-mère, j'ai jamais vraiment, jusqu'à sa mort, jamais vraiment entendu parler de politique. Elle avait une grande admiration pour De Gaulle, le sauveur de la France, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, qu'elle a connue bien évidemment aussi, et elle avait une haine tenace vis-à-vis des Boches. Alors elle les appelait les Boches, les Fridolins, rarement les Schleux, c'était surtout les Boches. C'est l'appellation des Allemands, la guerre de 14. Elle a connu l'installation de l'Europe, et ça la sidérait qu'on puisse devenir ami avec les Boches. C'est les seules appréciations qu'on pourrait dire politiques qu'on ait entendues dans sa bouche. Et c'était plus du vécu social qu'autre chose. Si mon grand-père avait vécu. Je me dis, ma grand-mère étant ce qu'elle est, je pense que s'il avait vécu, c'était quelqu'un comme ma grand-mère. Un être doux et chaleureux. Voilà, c'est comme ça que, sans l'avoir connu, c'est comme ça que je le perçois à travers. En fait, j'aime à penser ça. Alors, des figures masculines, bon, il y avait mon père, ça c'est sûr. Il y avait mon père qui était
qui était un homme... alors c'est sûr, c'était pas l'homme macho, sportif, nous emmenant faire des randonnées en montagne, mais un homme très, très intelligent, très cultivé, qui était également pédagogue. Il savait nous parler, il savait nous élever. Après, les figures masculines, est-ce que on a vraiment besoin d'une figure masculine pour se construire? Alors après, les figures masculines, je crois que on les trouve à travers des amitiés, à travers des enseignants, des figures remarquables comme ça, avec lesquelles on peut se référer. Franchement, j'ai pas eu l'impression d'avoir des manques de ce point de vue-là. Avant de te remercier et de te dire au revoir, j'aimerais te poser 2 questions rituelles, 2 questions de la fin. La première, parce que ce podcast s'appelle « Passé recomposé », je voulais te demander si tu as l'impression d'avoir tout dit, d'avoir dit toute la vérité avec moi. Est-ce qu'il y a des parties de ton histoire que tu caches, soit maintenant, soit d'habitude, quand tu la racontes? Est-ce que mes souvenirs sont factuellement objectifs? Et non, forcément. On le voit dans des fratries qui vivent des événements similaires. Plusieurs années après, tous les membres de cette fratrie racontent l'événement. S'ils sont 5, il y a 5 événements différents. Donc on a forcément des filtres. Alors, qui plus est, lorsque ces filtres sont le fait d'intermédiaires que sont des parents qui racontent eux-mêmes qui sont des filtres et qui traduisent avec leur propre sensibilité. Alors j'essaye d'approcher la vérité, mais est-ce qu'il y a vraiment une vérité objective, quasi scientifique? Je dirais non, et c'est pas ça qui est important. Là aussi, mes souvenirs, ils évoluent avec le temps, avec mon âge. Entre ce que je pensais quand j'avais 15 ans, quand j'avais 40 ans, et aujourd'hui, on a le regard qui évolue avec le temps. Forcément, les souvenirs sont modifiés. C'est pas pour autant, quand je parle de ma grand-mère paternelle, que je brosse un tableau extrêmement favorable à cette personne. Je ne connais pas quelqu'un qui n'ait pas aimé ma grand-mère. Donc c'était vraiment une femme aimable, mais aimante aussi. Bien sûr, j'ai peut-être tendance aussi à brosser un tableau extrêmement positif. Bon, elle devait avoir des côtés détestables, hein, comme tout le monde. Ah oui. Bon, on va les oublier, ceux-là. Et la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est si tu avais un grand pouvoir, une baguette magique, si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans l'histoire de tes grands-parents, dans leur vie, est-ce que tu changerais quelque chose? Alors, si j'avais une baguette magique, si j'avais ce pouvoir de changer quelque chose dans la vie de mes grands-parents, je m'en garderais bien. Parce que je ne vois pas à quel titre, de quel droit. J'ai trop de respect pour les personnes, de dire que chacun est responsable de sa vie, chacun est responsable de ses actes, chacun est responsable de ses pensées. Et on n'a pas à attendre que quelqu'un d'autre vienne modifier quelque chose. Donc je me garderais bien, moi, d'intervenir. Pourquoi faire? Modifier leur vie, pour l'arranger, la faire rentrer dans des cases qui sont les bonnes cases selon moi? Non, jamais de la vie. Alors, est-ce que si je pouvais modifier le sens du vent lorsque mon grand-père paternel a été gazé dans les tranchées, sur le coup, bien évidemment, et oui, si je connais, mais que ce soit mon grand-père ou un autre, je supprime le gaz. À ce moment, je supprime la guerre aussi. Attendez les gars, arrêtez quoi. Arrêtez de vous entretuer. On n'est pas maître de la vie, on n'est pas maître du monde. On ne peut que s'adapter aux événements. Éventuellement changer notre regard sur les événements. Mais on n'a pas la possibilité. Si, je suis maître de ce que je fais, de ce que je décide. Quand je me lève le matin, j'ai le choix de mettre le pied à droite ou de mettre le pied à gauche. Mais ça me regarde et c'est ma responsabilité. Après, il faut que j'assume aussi.
Est-ce qu'on a le choix de naître, d'arriver au monde? Est-ce qu'on a le choix de mourir? C'est plus de l'ordre du choix, là. On est dans la condition humaine. Merci à toi, Yves, pour ton témoignage. Dans l'épisode suivant, on va s'intéresser à une famille qui, entre guillemets, vient de partout. En tout cas, à une famille issue de plusieurs couches de migration et dont l'histoire m'a touchée. Moi, qui ai souvent l'impression qu'il faut sortir un globe et tracer des flèches dans tous les sens pour raconter l'histoire des miennes et des miens. Merci à vous, auditrices, qui sont la raison pour laquelle Passé Recomposé existe. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de nous suivre sur Instagram et Twitter. Vous pouvez aussi soutenir Passé Recomposé via le Tipeee que je suis en train de mettre à jour. Un grand merci à Laura Bois du podcast Môme pour le montage. Laura est une personne à suivre, elle fait de belles choses. Merci pour votre écoute et à bientôt.